Salam alaikum, Mazoul. Bonsoir. Le régime algérien a toujours usé de la propagande comme d'un moyen puissant et malheureusement très éprouvé de désinformation et de régulation des perceptions. Et il n'a reculé devant rien qui pouvait servir ses visées, depuis le mensonge le plus grossier jusqu'au recours aux valeurs les plus sacrées des Algériens. La religion, la guerre de libération, les chouhada, en les modulant au mieux de ses objectifs et des moyens de tension. L'autre tranchant de ce redoutable poignard courbe n'en a pas été moins utilisé, celui de la stigmatisation de quiconque ose aller à contre-courant de la soumission générale, de quiconque ose éventer la noire réalité du régime, de quiconque tente de réveiller l'opinion de son coma profond. Et plus que la stigmatisation, plus que les procès en sorcellerie, la calomnie, l'accusation de trahison au profit d'ennemis extérieurs, intérieurs, de mercenariat au profit de la main étrangère, du terrorisme, de la haine du pays, de la volonté de semer la violence et la dévastation en son sein. Et l'un dans l'autre, c'est comme si ce régime voulait anesthésier la conscience de tout un peuple, dans le même temps qu'il exacerbait ses haines larvées contre un ennemi interchangeable, savamment et inlassablement suggéré, qu'on sort de la casquette à chaque fois que c'est nécessaire et qu'on matérialise au besoin par le biais du terrorisme pédagogique et autres capsigli et autres bentalha et autres dahdah. Cette propagande, puisqu'il faut l'appeler par son nom, se décline en une infinité de méthodes où le mensonge est néanmoins omniprésent. Mais qu'importe, les prestations à répétition du ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement en sont la parfaite illustration, où le personnage ne se fixe aucune limite, aucune réserve, aucune retenue. Il est dans cette attitude de celui qui est dans une telle panique qu'il ne se rend même pas compte qu'il est en train de verser de l'essence sur le feu qui menace son épicerie et qu'il veut éteindre à tout prix. Il est vrai qu'il est dans une posture où il ne sait pas que d'autres moyens lui sont accessibles, comme les brutalités policières, la torture et le viol érigés en système de terreur, l'incarcération, voire même la liquidation. Mais il semble que certaines parties, au cœur même du système, ou peut-être, des âmes charitables venues d'ailleurs, aient fait comprendre à ce régime que sa communication, pour ne pas encore dire sa propagande, est devenue très contre-productive, très grossière, voire désastreuse, et qu'il lui faut se réveiller à la réalité qu'on ne gère pas une situation aussi volatile comme il le faisait dans les années 90, où il était seul sur la scène médiatique, où il n'y avait pas de réseaux sociaux, ni l'éveil d'une telle conscience politique à ce tournant de l'histoire où les habituels anesthésiques n'ont plus d'effet. Et c'est très vraisemblablement dans ce nouvel état d'esprit que de nouvelles méthodes et une nouvelle vision de la situation sont en train de s'installer. Pour le moment, encore timidement, mais elles s'installent malgré tout et de façon quasi certaine. Oui, le régime semble avoir compris qu'il va lui falloir changer ses méthodes et donc ses agents, ses vecteurs, s'il veut de meilleurs résultats. L'opération Dahdah
Et cette histoire d'islamistes pris avec des armes et qui chercheraient à syrianiser le Hirak pourrait être les derniers actes de ce ridicule grand guignol. L'heure semble être venue de méthodes autrement plus fines, plus pointues, qui se définissent des objectifs précis, des cibles, des cœurs de cible, et surtout l'identification très affinée des cœurs de cible. Fini le terrorisme pédagogique du tout venant, du massacre à la tronçonneuse et du carnaval Fidashara. Fini le recours aux influenceurs de pacotille via le YouTube, qui ont fini par devenir les pires épouvantails que le régime ait pu se trouver pour faire tomber les hésitants dans l'escarcelle du Hirak. Fini le temps des télévisions de la honte, Khanat al-Ar, comme les appellent les Algériens qui ont réussi l'exploit de faire haïr le régime encore plus qu'il ne l'était, ou qui, dans le meilleur des cas, ne peuvent recruter que les déjà convertis, que les déjà alliés du même régime. Des signes sont là, en effet, qui laissent croire que le système est en passe d'opter pour un nouveau mode de communication, plus subtil, plus subliminal, plus rond, plus sophiste, qui use de vrais intellectuels, de vrais universitaires, de vrais communicants, et qui sont dans une telle virtuosité qu'ils parviennent à suggérer et à faire croire qu'ils militent pour le Hirak. Un Hirak à qui ils veulent éviter, nous disent-ils, de se fourvoyer et d'être malgré lui un moyen entre les mains de l'ennemi. Que revendiquer une Madaniya Machi Askaria, c'est attaquer le cœur battant de la colonne vertébrale de la nation. Que les élections sont l'expression démocratique par excellence et que les rejeter en bloc équivaut par conséquent à fermer la porte de la démocratisation. Que le meilleur moyen d'empêcher la fraude électorale est de voter en masse. Que tous les chefs de l'armée ne doivent pas être tous logés à la même enseigne. Et surtout, que le dialogue est ce qu'il y a de plus selmiya et de plus sage pour mettre fin à la crise. En fait, leurs arguments se cachent tous derrière une façade de vérité, au point de faire oublier qu'ils sont tous fallacieux, qu'ils contournent le vrai pour mieux l'évacuer. Ils procèdent tous d'un redoutable objectif, faire basculer les hésitants et tous ceux qui craignent une complication de la situation dans le camp de ceux qui tentent de chevaucher la vague pour cueillir les fruits de la plus sublime révolution du peuple algérien depuis son indépendance. Le régime affine sa propagande, cliver le Hirak. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Yasmina Karima Bennini, journaliste. Merci d'être avec nous, Yasmina. Merci pour l'invitation. Merci.
Alors, notre ami Hakim Haddad, cofondateur du RAJ et militant politique qui nous vient d'Algérie. Hakim, merci d'être avec nous. Merci à vous pour cette invitation. Bonsoir. Merci, bonsoir. Ibrahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88, qui malheureusement sans son pendant habituel. Merci d'être avec nous, Ibrahim Younsi. Mais j'ai d'autres amis sur le plateau. Fort heureusement. Et il n'est pas avec vous aujourd'hui parce qu'il est très malade. souffrant. Oui, il est souffrant. Et nous lui souhaitons je lui souhaite un bon rétablissement. Merci. Alors, avant de commencer à parler de ce qui nous concerne aujourd'hui, Chaban Qassi va nous faire une micro-revue de presse très pointue, très ciblée. Chaban. Donc le monde qui revient bien évidemment avec d'autres presses internationales comme Le Figaro, TRT World, 20 minutes ou encore la presse espagnole ou allemande qui titre clairement par exemple Le Monde Algérie colère après la condamnation d'un militant, des émeutes provoquées après la condamnation lourde d'un militant ou encore TRT World qui parle vraiment aussi d'émeutes déclenchées après donc l'emprisonnement d'un jeune militant. Ce jeune militant donc c'est Ouargla, c'est dans le sud algérien. Une lourde condamnation, je vous le disais, 7 années de prison ferme, une presse internationale qui revient sur bien évidemment cette région de Ouargla, de cette ville de Ouargla qui vit dans des conditions difficiles de pauvreté, qui parle aussi de répression, une presse qui revient notamment sur ce geste d'Abdelmajid Tebboune. 59 détenus d'opinion ont été libérés après l'annonce de cette grâce présidentielle, mais il faut savoir que la semaine dernière, notamment dans le cadre de ces marches, notamment vendredi, c'est quelques 700 personnes qui ont été interpellées en Algérie aux 4 coins du pays pendant ces marches qui restent tout le temps pacifiques. Voilà cette presse internationale qui revient tout de même sur cette arrestation, ce militant pacifiste qui, je le rappelle, depuis plusieurs mois, donc milite pour avoir une Algérie libre, vivre librement dans son pays qu'il aime tant. Il est qualifié de militant, de poète. C'est l'un des plus grands animateurs du mouvement de protestation, notamment dans son quartier à Ouargla, de Meha Dma précisément. Alors pour terminer, ce qu'il faut retenir, c'est que toute la presse internationale évoque ce communiqué de l'APS qui évoque un certain nombre d'éléments, mais sans jamais identifier l'accusé, notamment qu'on aurait retrouvé certaines vidéos ou certains prêches, notamment liés au terrorisme. Voilà un peu ce dont nous parle la presse internationale. Amr Gerrach, donc un militant de Ouargla qui milite pour une vie meilleure. Tout le monde sait qu'au Sahara, c'est innommable. Ce que vivent les populations, nos compatriotes du Sud, est juste intolérable. Eux qui ont toutes les richesses qui font vivre le pays depuis 1962 et qui n'en profitent pas le moins du monde. Ce sont les derniers servis, ni hôpitaux, ni universités, ni écoles dignes de ce nom, ni routes, ni emplois surtout. C'est le taux de chômage le plus élevé du pays, le taux de réalisation de logements le moins élevé du pays. Je ne parle pas de la misère qui touche quasiment une majorité de la population. Et Amr Gerrach qui donc manifesté, qui s'est exprimé, a été condamné à 7 ans de prison. On lui prête d'avoir appelé à la violence. Et justement, c'est le sujet d'aujourd'hui, pour ce qui est de ce regain d'épouvantail qu'on nous agite sous le nez, de l'islamisme, des polémiques sur le DRS qui est terroriste ou qui ne l'est pas, de cette grosse polémique qu'on nous sort sur la Madaniya Machi Askaria, au point où certains militants qui portent ce slogan, j'allais dire, tout en haut des revendications, dans le sens où les Algériens demandent une démocratie. Ça veut dire qu'il ne soit pas une junte militaire, tout simplement. Je crois que la vraie traduction de Madaniya Machi Askaria, c'est démocratie, tout simplement, pour ne pas traduire littéralement. Et donc, on est en train de nous dire, ceux qui prônent ce slogan, qui le clament, seraient des gens qui veulent s'attaquer au cœur et à la colonne vertébrale de la nation. Et c'est à vous, mes chers amis, notre ami Malk Haddad qui est avec nous aujourd'hui. Nous avons l'habitude un peu sur ce plateau de temps en temps de discuter à bâton rompu. On n'hésite pas à s'interrompre les uns les autres.
à une seule condition, celui qu'on interrompt, on l'interrompt juste le temps de faire un point et on lui rend la parole. Mais sinon, mes chers amis, donc, est-ce que vous n'avez pas l'impression, comme je l'ai dit dans mon édito tout à l'heure, que ce régime semble se départir de ses vieilles habitudes de manipulation grossière, avec ses gros sabots, plutôt ses gros rangers, et que maintenant il entre dans une phase plus subtile, plus subliminale surtout. Et la question, je la poserai à Brahim Younsi, parce que j'ai un vieux compte à régler avec lui sur ce point, que ces méthodes sont encore plus sophistes qu'elles ne sont sophistiquées. Vous n'avez pas cette impression quand vous les entendez parler? Elles ne sont pas sophistiquées du tout. Mais elles sont très sophistiquées. C'est du sophisme. Alors on est d'accord. Je vous laisse nous expliquer. Parce que c'est la politique du mensonge. Faire passer le mensonge pour la vérité, c'est en gros ça, pour ne pas aller dans la philosophie la plus étriquée, j'allais dire. Le sophisme, c'est ça, c'est faire passer le mensonge pour une vérité. Donc mais en l'habillant de tous les, comment dire, de tous les dehors. De la vérité, oui, absolument, c'est ça le sophisme. C'est faire passer le mensonge pour la vérité, c'est l'habiller de vérité. C'est lui donner du vraisemblable. Absolument, bon, voilà. C'est ça aussi voilà. Mais ça, c'est depuis Platon. Hein. Oui, oui. Depuis les sophistes, en fait. Eh oui, justement, c'est Platon. Sophistes, oui. Donc, le régime a toujours fonctionné au mensonge. Vous parliez du Sahara. Le Sahara a toujours été compris. À la fois, c'est une richesse. C'est un espace de grande richesse, notamment minérale. Mais aussi, ça a toujours été, depuis la colonisation, un lieu de relégation. Et il a toujours été un lieu de relégation et il est resté à l'indépendance, malheureusement. Et le président que j'ai soutenu et avec lequel j'ai travaillé y a usé. Je ne le nie pas et je ne le nierai pas. Donc le Sahara, le sud de notre pays, hélas, a toujours servi à cela jusque dans les années 90, où on a parqué dans des camps, de véritables camps de concentration, des dizaines de milliers de nos compatriotes, de façon la plus injuste qui soit. Et dont certains sont en train de mourir les uns après les autres par les effets radioactifs, hélas. Oui. Mais je vais pas être élégant pour cette fois-ci. Hakim Haddad, vous qui arrivez d'Algérie, et je vous ai vu la dernière fois à Place de la République où vous nous avez dit des choses très vraies, vous avez pris la parole sur une agora. Vu d'ici, cette subversion, cette propagande, cette façon d'inséminer des choses qui peuvent diviser les gens, parce que le but de tout ce qui se passe, c'est en fait de séparer le Hirak, de l'éparpiller, de le désintégrer. Jusque-là, le Hirak a été un, dans ses différences, dans ses idéologies, dans ses sensibilités. Mais là, on est en train de lui inséminer des choses, en fait, pour le faire éclater. En Algérie, sur le terrain, comment ça se passe? À part la télévision du régime et les télévisions inféodées, à part la presse, comment il fait pour distiller ces choses qui divisent les gens, distiller ces polémiques, distiller ces menaces, ces épouvantails? Bonsoir, salam alaikum mazoul tout le monde. D'abord, à propos du terme que vous utilisiez, je ne sais pas si ça va réussir, cette tentative, et je ne crois pas, parce que j'ai confiance dans les Algériennes et les Algériens, ou les gens ont compris, les gens connaissent les habitudes et les différentes tentatives et tout ce que peut utiliser ou pourra utiliser le pouvoir et le régime en place pour essayer justement, comme vous le dites si bien, de diviser et d'affaiblir bien évidemment le Hirak. Les tentatives sont multiples.
On connaît et on a bien évidemment, et j'en connais quelque chose, la répression à travers les arrestations, à travers les emprisonnements. Je pense qu'on discutera également de l'arrestation aujourd'hui, en tout cas de la mise sous mandat de dépôt de Saïd Boudour, le journaliste, encore une fois. Il y a aussi Doubeb, que nul n'est censé ignorer le mal que peut faire le Doubeb pour discréditer, ou en tout cas pour essayer de discréditer les gens. Voilà. Et puis, bien évidemment, cette phase que certains d'entre nous, avec quelques cheveux gris ou quelques cheveux blonds, ont déjà vécue par le passé, qui, voilà, entre le fameux débat ou supposé débat entre éradicateurs et réconciliateurs qu'on a vécu dans les années 90 et qui continue à perdurer jusqu'à aujourd'hui dans certains cercles et sur lequel peut-être il faudra revenir, mais qui en aucun cas doit prendre le dessus aujourd'hui dans l'Irak. Donc il a une multitude de tentatives, je vous en ai cité certaines. Moi, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois comment la population arrive à faire fi, en tout cas les hirakistes, femmes et hommes, arrivent à faire fi de ça et dépasser tout ça. Et on le voit encore dans les marches, les dernières marches qui se sont déroulées, et y compris à travers les réseaux sociaux. Cela ne veut pas dire... Et non, justement. Permettez-moi de vous interrompre. Je vous en prie. Dans les marches, c'est vrai. Dans le Hirak populaire, c'est vrai. Dans la rue, c'est vrai. Mais dans les réseaux sociaux, c'est la foire d'empoigne. Nous assistons à une prise de bec entre les uns et les autres, des polémiques stériles, alors que dans la rue, on n'a pas entendu une seule fois s'exprimer ces ancrages, ces sensibilités. On n'a pas entendu des éradicateurs s'exprimer, des islamistes s'exprimer, mais dans les réseaux sociaux, c'est la guerre. Les réseaux sociaux, c'est aussi une certaine facilité. C'est une facilité que je mettrais entre guillemets. Les gens sont derrière un ordinateur ou derrière un petit appareil qui est leur téléphone, et donc ils sont un peu, ils se croient en tout cas, comment dire, protégés, et donc ils distillent leurs avis, pour ne pas dire autre chose. Mais sur les réseaux sociaux, en tout cas moi j'ai vu, avec lequel je suis d'accord avec vous, c'est que c'est très stérile, oui. Et mais dans l'ensemble, je suis les réseaux sociaux, pour ne pas les nommer, Twitter ou surtout Facebook, il y a énormément de gens, depuis vraiment la majorité des gens, depuis au moins les 48-72 heures, qui disent ce que nous sommes en train de dire ici, en tout cas les trois premiers intervenants, qu'effectivement c'est encore une fois une tentative des autorités, une tentative du pouvoir et du régime algérien de diviser, de semer la zizanie. Mais ce à quoi, moi, ça ne m'étonne absolument pas. Il faut qu'il, je veux dire, il est dans son rôle. C'est presque de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Voilà. Maintenant, à nous de ne pas tomber, que ce soit en Algérie, mais aussi, nous en parlerons dans la diaspora, voilà, de ne pas tomber dans ce piège et de ne pas refaire un petit peu des erreurs que la génération précédente d'avant Hirak avons pu faire. Je vous remercie de le dire, parce que sur la place parisienne, malheureusement, ce stratagème semble avoir pris très sérieusement. En tout cas, ils ont essayé, je ne sais pas, sans vouloir vous contredire ou aller dans... je ne sais pas si c'est malheureusement. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont essayé de porter un débat, qui ont peut-être un peu forcé même pour imposer ce débat, et qui ont vu, et on a tous vu les uns les autres, et surtout vous à Paris, qu'au fur et à mesure des semaines, et ben ce qu'ils ont voulu imposer n'a pas pris. Voilà. Et moi, je vous cache pas que, on ne va pas nommer des gens ou des noms de collectifs, mais je ne vous cache pas qu'à un moment donné, quand il y avait le début de ces débats, si on peut appeler ça débat d'ailleurs, parce qu'il n'en sortait pas grand-chose de très enrichissant et de très intéressant, sans vouloir leur porter préjudice, mais en Algérie, moi j'ai eu un peu de crainte quant à la traversée de ces faux débats et de ces accusations, de les voir traverser la Méditerranée, et ça n'a pas été le cas, et j'en suis très heureux. Donc voilà, c'est encore une fois,
ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des tentatives, que ce soit de la part des appareils du régime, et on va en parler de ces appareils-là, mais également de sensibilité politique, quelle qu'elle soit, mais qui aujourd'hui, la population, dans une immense majorité, en tout cas les hirakistes, ne tombe pas dans le panneau. Ça ne prend pas encore. Ça ne prend pas, et ça ne prendra pas. Ce débat, éventuellement, nous l'aurons par la suite, mais d'abord, pour l'instant, nahouhom ga. Yasmina, c'est normal, comme on a dit, c'est presque de bonne guerre que le régime essaie de désintégrer un Hirak trop uni, un véritable bloc jusque-là. Mais les gens qui reprennent ces polémiques qui sont suscitées par le régime, par ses vecteurs, par ses doubeb, comme on dit, par ses agents, les gens qui reprennent à leur compte ces polémiques et qui sont pourtant et généralement des figures de proue, j'allais dire, du Hirak visible, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Des gens qui prennent à bras-le-corps ces polémiques, et qui les embrassent et qui donnent leur avis et qui enflamment les réseaux. Est-ce qu'ils ne procèdent pas d'une complicité objective, d'une connivence objective avec le régime et ce que veut le régime? Alors, il y a la pseudo-expertise, le sophisme et surtout la tautologie. Parce que le sophisme aujourd'hui, ce n'est pas une notion positive, hein, c'est toujours péjoratif quand on parle de sophisme. On est loin des philosophes d'antan, même si le sens reste le même, ce sont des mensonges voilà, qui ne sont pas si logiques que ça, qui ne sont pas une vérité quand on creuse bien. Mais en tous les cas, nous sommes plutôt dans une tautologie pour ma part. Nous sommes dans la lâcheté des réseaux sociaux, du numérique, des gens, comme disait monsieur... C'est pas trop fort Non, ce n'est pas... Parler de lâcheté des réseaux sociaux. Non, c'est l'éloignement géographique. Ils ont beaucoup fait pour le Hirak, les réseaux sociaux. Non, mais je parlais de ce cafouillage dont vous parliez, de ces batailles stériles, de ces joutes sémantiques qui ne mènent qu'au désastre, si ça continuait. Oui. Je me souviens qu'il y a déjà un an, j'étais vraiment très choquée lorsqu'une grande journaliste d'une grande chaîne, La Voix des États-Unis dans le monde, c'est dire, stigmatiser la notion de silmiya, leur silmiya, et Khawa Khawa, qu'elle a voulu raccorder au Ikhwan. Déjà, ça a commencé il y a longtemps. En fait, c'était une lame de fond que j'ai vu venir de la part d'éradicateurs, voilà, pur et dur. J'ai vu venir pour ma part. Et donc, non seulement il y a cette lâcheté, je recommence vraiment de la lâcheté due à plusieurs choses, être derrière son écran, être dans l'euphorie aussi, comme ça, se sentir fort chez soi, comme ça, 2 heures du matin, dans le silence de la nuit, se sentir comme ça au-dessus de tous. Et puis surtout, avec le dos de la cuillère, hein. Pourquoi faire? C'est un moment important de notre histoire. Nous avons la chance de vivre ces instants, autant bien ce grand moment de l'histoire, autant bien le vivre, hein, et dire ce qu'on en pense. En tous les cas, ce que je voulais vous dire, encore une fois, vous parlez des bulles de filtre, parce que cette lâcheté, mais aussi ce courage, cette euphorie, comme ça, quand on se sent habilité à dire des choses, ce qui n'est pas mon cas là tout de suite, hein, ce sont les bulles de filtre, c'est l'entre-soi. Encore une fois, les réseaux sociaux, les bots, vous proposent toujours les mêmes gens que vous. Donc il y a une certaine consanguinité culturelle et qui donne du courage, le courage des lâches, c'est-à-dire monter au créneau et être dans sa tour d'ivoire et regarder la plèbe comme ça de haut, voilà, dans cet entre-soi un peu comme ça, condescendant, le peuple, etc. Vous rappelez quelqu'un dont je ne dirai pas le nom? Quelqu'un qui est dans la politique, qui est vraiment dans ça? Ah oui? Je ne vois vraiment pas qui. Et d'ailleurs, la politique... Il y en a pas mal, voilà. Oui. Voilà donc il y a ces termes... son nom. Voilà. Et donc il y a ces termes, par exemple, le Yesroton Nedam n'est pas un gros mot.
parce qu'il ressemble à Yetghayar Nidam. Nidam n'est que Nidam. Par contre, c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec Tasrot al-Dawla. Là, c'est dangereux comme concept. Je ne suis pas d'accord avec le Tasrot al-Dawla, mais Tasrot al-Nidam, bien sûr. Et puis un DRS qui torture, qui viole, etc. Moi, c'est une question que je pose toujours. Oui. Est-ce qu'il y a une doula pour qu'on puisse dire en ce moment-là? Je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi. Et nous allons en parler. Brahim et Dirounour. Oui, mais le concept est sacré. Nous tendons vers une doula. Le concept. Oui, le concept. Mais qui n'est pas personnifié, qui n'est pas matérialisé, Écoutez, qui n'est pas cristallisé. On ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bébé. On va pas avec jeter l'eau du bain. L'eau du bain, ce qui est pareil. Nous n'allons pas jeter, si vous préférez, l'ivraie et le blé. Donc, il y a quand même des gens plus que valables qui sont minorisés. Qui sont très bien formés, enfin, il y a la probité dans ce peuple-là qui sort. Genre, et parmi eux, des gens qui peuvent construire un État de droit, un État tel que le peuple le souhaite. Mais en tous les cas, en effet, on nous assène une sémantique nouvelle, ne serait-ce que la bigoterie d'un président, El Moubarak. Il n'a pas à être El Moubarak, nous sommes dans une dimension humaine, nous voulons changer simplement de régime. Et puis l'assil, moi je dirais plutôt l'asli, parce que l'assil c'est l'authentique, l'asli c'est l'originel, mais l'origine c'est le peuple. Donc tous les jours il y a un hirak originel. Tous les jours il y a un hirak non seulement assil, mais l'assil ou asli aussi. Asli, le point zéro c'est le peuple, quoi qu'ils en disent, quoi qu'ils racontent. Donc nous sommes dans des slogans qu'on est parfois comme ça, par exemple les généraux à la poubelle. Moi je préférais qu'on dise qu'ils repartent que ça redevient la grande muette, qu'ils repartent dans les casernes, qu'ils défendent nos frontières, comme je le disais une fois sur les réseaux sociaux justement. C'est une façon de parler. Et comme je vous le disais, je crois à vous d'ailleurs, l'armée. Parce qu'il y en a qui font leur vierge effarouchée, et non, ce n'est pas un État militaire, mais bien sûr que si, je veux dire, c'est comme nous allons parler, mais moi je présume que généraux à la poubelle, le peuple ne veut pas dire tous les généraux à la poubelle. Bien les sûr. généraux qui ont pris le pouvoir, oui. Les généraux de la junte Absolument. à la poubelle. Absolument, c'est la pointe de la pyramide. Voilà, il y a un ciblage. Le peuple ne parle pas de tous les généraux, je présume. C'est une infantilisation que de faire semblant de croire ça. C'est une infantilisation, puis on arrive, on a plein de comment dire, comment ça s'appelle déjà, le point Godwin. Vous savez, le point Godwin, chez les Occidentaux, c'est toujours arrivé à parler de la Shoah. Et bien nous aussi, c'est les islamistes, et pour d'autres, c'est peut-être les éradicateurs. Point Godwin. Le point Godwin, voilà. Et donc, nous arrivons, par exemple, on parle de Silmiya, on vous dit, Silmiya, c'est pas la non-violence, c'est encore les islamistes. Les Khawa, c'est Madaniya Machi Askaria, d'après Samir Bouakwir, c'est pas algérien, c'est égyptien, donc frère musulman. Il n'y a de pire sourd que celui qui ne veut entendre. Clair, on essaye de trouver une filiation dans d'autres personnes. Ils n'ont pas inventé le fil à couper le beurre. Les gens qui disent Madaniya Machi Askaria. C'est tellement une évidence que c'est normal que ce soit. C'est depuis la Soumam, quoi. Oui, mais même. Absolument. Le politique sur le militaire. Il y a une certaine notion universelle. Vous voyez tous ces pays qui se sont débarrassés de régimes de junte comme en Amérique latine, eh bien, eux aussi ont dû dire. Eh bien, nous allons parler, justement. Nous allons parler, sauf s'il y a un commentaire d'abord. Est-ce que. Commentaire? Non, d'accord. Juste une chose, ici, un commentaire de la... Elle va commenter ce qu'elle vient de dire. Je ne trouve ce qui se passe... Moi, je trouve que c'est grossier, qu'ils ont mis leurs gros sabots, ils sont venus danser la gigue. C'est... oui. Ce n'est ni subtil, ni subliminal, ni rond, ni un quatrième adjectif que vous avez donné. Moi, je les trouve au contraire. Ils ont fait un effort, en effet. Hein. Il y a quelque chose de technique. Ils ont fait appel à des spécialistes de la communication, etc. Je suis absolument d'accord avec vous. Mais que ce soit subtil, non, la subtilité, c'est autre chose. Mais attention, je défends ma propre position. Hein. Bien sûr. Subtil ne veut pas dire forcément... fin, subtil, ça veut dire c'est courbe, c'est contournant, c'est en dessous, c'est fourbe. Subliminal, c'est fourbe, voilà. Subtil, c'est alambiqué, ça peut, oui, mais ça veut dire quand vous comparez le bonhomme qui arrivait avec ses gros sabots et son gourdin
et qui insulte de très loin, et qui fait du bruit, qui est tonitruant, et puis qui maintenant utilise ces gens à travers un contournement, des méthodes très alambiquées, très ampoulées. C'est subtil, c'est subliminal. C'est du copier-coller. Ce n'est plus du Bourdin, ce n'est plus des Rangers. C'est les mêmes rouages, mais avec des applications nouvelles. D'accord. Alors, moi, j'aimerais que nous puissions parler d'abord, avant d'en arriver à un autre point très important, de ceux qui aujourd'hui... Parce qu'il ne faut pas parler que du régime, il faut parler aussi de gens qui arrivent là, sur leur cheval tout blanc, et qui se disent le Hirak, qui parlent au nom du Hirak, qui envoient des sommations au peuple, qui parlent au nom du peuple, qui vendent et qui achètent. Nous allons parler tout à l'heure. Mais j'aimerais d'abord commencer par parler de la Madaniya Meshia Askaria. Comme l'a dit Samir Bouakwir, c'est quasiment égyptien, donc frère musulman, il ne faut pas le dire. Comme si, par exemple, si les Péruviens avaient dit « Vive la liberté », on dit « Non, non, on ne le dit pas parce qu'il a été dit par les Péruviens ». Vous voyez. Donc, d'abord, Madaniya Askaria, est-ce que c'est un gros mot? Est-ce que c'est illégitime que de le demander? Est-ce que c'est antinational? Est-ce que c'est antipatriotique? Est-ce que c'est s'attaquer à la colonne vertébrale du pays, à son cœur battant, comme on est en train de nous le rabâcher? Et je vous laisse en parler entre vous. Si je peux me permettre, je crois que c'est le combat du moment. Madame vient de le dire. L'État est un État militaire, indéniablement. L'Algérie, c'est la Prusse. En moins martial, en plus corrompu et en plus tonitruant. Si vous voulez, mais c'est la Prusse de l'époque. Oui, c'est un État typiquement militaire. Je crois que les sociologues politiques, les politologues le classent dans les États militaires. C'est clair et c'est précis. Donc il est légitime. D'ailleurs, ce combat, cette lutte, tous les politologues l'ont soulevé, cette lutte entre l'armée et le politique, entre le gouvernement et l'armée, et des juristes. Oui. Dans quel contexte? Ça veut dire d'une façon générale? Parce que l'armée veut toujours prendre du pouvoir. Puisqu'elle dispose de la force. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Alors que c'est une force, mais se mêler du politique. Oui. Se mêler du politique. Comme c'était le cas de la Prusse avant Bismarck. Oui. C'est elle qui faisait le politique, c'est elle qui nommait les gouvernements et défaisait les gouvernements. Les armées, y compris des pays occidentaux, veulent prendre une part du politique. Quelqu'un disait « Je voudrais que l'armée ne soit qu'un bouton sur lequel le gouvernement appuie ». Un juriste. Ça veut dire inodore, incolore, qui ne s'exprime pas, qui est neutre. Absolument. Et qui n'a pas son mot à dire. L'armée doit obéir aux politiques. C'est clair, c'est comme ça. Donc les civils, d'abord, l'armée doit obéir aux civils. Mais quand les États démocratiques nomment à la tête de l'armée le président qui est un civil, et même le ministre de la Défense qui est généralement un civil. C'est donc pour empêcher l'armée de pouvoir disposer du levier de la force. Mais chez nous aussi, le président de la République est civil. Est-ce que ça obéit aux mêmes... Non, ça n'obéit pas du tout aux mêmes choses, parce que le président de la République, je mets des guillemets algérien, en parlant de l'Algérie, n'est pas l'émanation de la volonté populaire. Mais de la volonté de l'armée, de la volonté de la fraude électorale. Dirigée par l'armée. Oui, évidemment, c'est elle qui contrôle. C'est les services de sécurité qui contrôlent. Et qui choisissent les présidents avant les élections. Absolument, absolument. Mais moi, je voudrais revenir à une chose. Parce que vous avez dit que c'était normal, c'était du rôle du pouvoir de faire ce qu'il fait, ce qui est tout à fait vrai. Mais pourquoi le fait-il? Pour diviser. C'est tout simplement, si je puis répondre à la question, c'est qu'il est en situation de faiblesse. Il est en situation d'échec total dans tous les domaines et sur tous les plans. Et il essaie effectivement d'avoir une espèce de corps intermédiaire entre lui et le peuple que nous voyons là, qui manifeste et qui est revenu en masse dans les espaces publics. Il veut absolument, parce qu'il joue de la répression, et Saadad en a parlé à l'instant, il en a été une des victimes, et
de l'intégration. Parce qu'il y a un appel d'intégration, et vous avez parlé de ces élites que moi j'appelle, enfin c'est pas moi, c'est Pareto, des élites de remplacement. Et ces élites de remplacement, je suis désolé, je ne veux pas incriminer, j'aime bien Samir Bouakwir, mais ce n'est pas lui que je vise, mais il y a des partis comme le FFS répondent à cet appel d'intégration, hélas. Alors que jusqu'à maintenant, même s'ils ont franchi dans les années précédentes certains pas de communication, je dirais, de participation, ils n'ont pas été intégrés. Alors qu'aujourd'hui, c'est d'intégration dont il s'agit. Donc répression-intégration. Et c'est cela dessus que je joue pour mettre un corps intermédiaire entre le pouvoir réel, c'est-à-dire l'armée, et la population. Et aujourd'hui, nous nous en prenons davantage à cette élite de remplacement. C'est elle que nous critiquons le plus sévèrement. Pourquoi remplacement? Pourquoi c'est parce que cette élite-là vient remplacer l'ancienne élite qui est en train de s'en aller. Et on a dit mais elle ne la remplace pas dans un sens positif, ça veut dire... Non, elle la remplace au pied levé pour continuer à servir le même régime. Ben oui, mais c'est prendre les places qui ont été laissées vacantes. Voilà, tout simplement. Absolument. Et l'échec de ce système, nous l'avons déjà vécu. Nous avons vécu cela à maintes reprises dans les années 70, après l'échec du projet d'industrialisation de Boumediene à partir de 1976. Et l'échec du projet d'industrialisation accélérée du pouvoir a fait que Boumediene nous offre, sous pression de l'extérieur, l'affaire du Sahara occidental, etc., les problèmes de frontières, etc., nous offre des réformettes, des réformes politiques. Élection d'un président de la République, c'est-à-dire lui-même, avec le même régime, c'est le cas aujourd'hui. La charte nationale, etc., les débats publics. Que j'ai mené d'ailleurs en 1976 comme journaliste, bon, etc., etc. Donc, nous sommes dans la même configuration. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Un échec économique patent. L'échec économique est patent. Et le gros est à venir. Ben oui, mais l'échec économique est patent. Les hydrocarbures, les recettes, ça me nuise, ô combien. Nous sommes en situation d'instabilité locale et régionale. Aucune solution de rechange. Et voilà. Donc le pouvoir en place qui veut absolument, et quelque part, peut-être c'est de mauvais goût de ma part, mais j'ai l'impression que ce pouvoir s'amuse. Il s'amuse à diviser. Et seulement à diviser. Mais il y va de sa survie. S'il ne divisait pas, alors il s'amuse à diviser, comme le roi de, Victor Hugo. Il est et il ne peut être que dans la division, parce qu'il n'arrive pas malgré tout à intégrer. L'intégration est minime, mais la répression est tellement forte. Parce que la répression devient de plus en plus forte. Quand on condamne quelqu'un à 7 ans de prison, quand on arrête des dizaines de personnes parce qu'elles manifestaient... Quand on invente la répression, par exemple, la répression va devenir de plus en plus forte. Et puis, bien entendu, il y a ce clivage dont vous avez parlé, entre, pour lui, schématiquement, le camp idéologique occidental et le camp idéologique oriental. Oui. Et ça se joue là-dessus. Il va jouer sur du velours. Là. Voilà. Et ça se joue alors, Hakim, cette histoire de Madani à M. Askaria. Monsieur Younsi disait il y a un instant, c'est le combat du moment. Oui. C'est le combat depuis l'indépendance, en fait. Voilà. Et je sais que vous le savez. C'est l'assaut même nous a laissé, wasiya, quelque chose auquel on doit arriver, auquel on n'est pas arrivé depuis 62, mais pour lequel on doit continuer à se battre, parce que la solution est là, parce que oui, les militaires, leur place, c'est dans les casernes, surveiller les frontières et pas s'occuper de politique et de ne s'occuper de rien d'autre que de la sécurité du pays sous l'égide, effectivement, des politiques et des civils. Je me permets de vous interrompre. Encore que pendant la Révolution, du temps de la Soumam, l'armée était en guerre. Oui, mais elle occupait l'essentiel
de la place. C'était elle qui donnait des gens au front, qui remportait des victoires ou qui assumait des défaites. Et malgré ça, la Soumam lui a dit « Oui, mais tu passes en second plan. C'est le politique qui doit mener la révolution. » Alors qu'aujourd'hui, en temps de paix, c'est l'armée qui veut avoir toutes les prérogatives. C'est plus exactement, et je ne le dis pas pour vous, mais plus pour les auditeurs, mais c'est pas l'armée, c'est certains généraux. La junte. Voilà, une junte. Oui. Voilà, qui s'est approprié le nom de l'armée, mais qui n'est pas l'armée, parce que l'armée, c'est notre armée. Bien sûr. Voilà. Donc, effectivement, pour revenir au slogan d'Aoula Madaniya, Machia Askaria, c'est le propre, c'est le fond du Hirak. C'est le fond, je veux dire, s'il y avait un slogan qu'on devait ou que je devais retenir comme étant le seul slogan à scander, c'est Daoula Madaniya, parce que c'est le propre. Nous voulons Daoulat Qanoun, nous voulons un état de droit, et bien il faut que ce soit Madaniya, Machia Askaria. Nous voulons une justice indépendante, et bien ça doit être Daoula Madaniya et pas Askaria, etc. etc. Donc aujourd'hui, vouloir venir ou essayer de venir pour essayer peut-être d'être dans les remplaçants, de jouer les remplaçants, de venir jeter l'anathème sur ce slogan ou sur des slogans proches de ce slogan, encore une fois, malheureusement pour ceux qui, et tant mieux pour le Hirak, ça ne marchera pas, parce que si on laisse tomber ce slogan de Daoula Madaniya Machia Askaria, le Hirak peut rentrer à la maison, voilà. Ou en tout cas, on ne sera pas arrivé au but initial du départ de ce mouvement ou de cette révolution, appelez-la comme vous voulez. Ça veut dire aller vers un état de droit et une justice indépendante, et faire en sorte par là même, effectivement, que l'armée et que les généraux et que les décideurs de l'armée nationale soient des militaires et non pas des politiques. Et s'ils veulent faire de la politique, qu'ils décident de quitter l'habit militaire, de nous rejoindre dans la vie civile, et qu'ils fassent de la politique. Et voilà. Les habitudes qui vont avec, pas que les habits. Mais pourquoi ces généraux, dont je suppose qu'ils doivent être très intelligents, je le suppose du moins, pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont dans une attitude suicidaire, qu'ils n'ont même plus les moyens de leur méthode? Ça veut dire la corruption de masse, avec la raréfaction des ressources, avec l'assèchement des ressources hydrocarbures, bientôt la fin des réserves de change. Ils n'auront même plus de quoi satisfaire les besoins les plus élémentaires des Algériens. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils ne profiteraient pas de maintenant, où il y a encore un peu de marge, pour dire, bon, nous, on a fait ce qu'on a voulu, tenez, on vous rend les clés, on revient à nos casernes, on vous aide à aller vers une transition, on vous aide à trouver un moyen de vous mettre tous d'accord, nous sommes à votre service. Pourquoi, au lieu de faire ça, sont-ils dans cette volonté farouche de garder le pouvoir à tout prix? Pourquoi? Parce qu'ils ont des choses à cacher? Parce qu'ils ont des choses à se reprocher. À se reprocher? Autre, oui, bien sûr, c'est une des raisons. Et ils ont peur, malgré que nous ne sommes pas dans la demande de vengeance et la revendication de vengeance. Voilà, que le Hirak ou les partis IES, politiques, citoyens, etc., ne sont pas dans, voilà, on va les juger, on va les pendre sur la place publique. Mener des enquêtes sur ce qui s'est passé. Ce sera nécessaire, bien évidemment, mais parce que je pense que d'abord, beaucoup de ces généraux, et encore une fois, nous ne parlons pas de l'ensemble de l'armée ou de l'ensemble des généraux, mais ils ont peur, oui, bien évidemment. Certains d'entre eux, vu l'âge de beaucoup d'entre eux, il y en a beaucoup qui étaient présents dans les années 90. Et on ne va pas revenir ici à se dire ce qui s'est passé dans les années 90. Avec, il y a les déprédations aussi. Voilà, il y a les déprédations économiques. Il y a tous les vols, voilà, exactement, les déprédations, les vols, les détournements, voilà, tout ce qui... tout ce qu'ils ont pris de cette Algérie et tout ce qu'ils ont fait à ce peuple pour prendre de cette Algérie. Donc, il y a la peur. Et puis, vous disiez qu'ils sont intelligents. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'ils sont intelligents. Sinon, ils ne seraient pas encore au pouvoir depuis presque 60 ans maintenant. Mais là où ils ne sont pas du tout intelligents, c'est qu'à mon avis, ils n'ont pas compris la lame de fond. Ils n'ont pas compris le Hirak. Et ils pensent qu'avec le Hirak, ils vont pouvoir se comporter
comme d'autres mouvements auparavant, comme avec d'autres mouvements auparavant, que ce soit 2001, que ce soit octobre 88, ou que ce soit toutes les vagues de répression. Récupérer les mouvements, les canaliser. Casser, tenter de récupérer, casser et utiliser bien évidemment la répression. Je rajouterai un autre élément qui fait qu'ils sont encore là également, qu'on ne peut pas nier, c'est aussi le silence. Le silence et l'aveuglement volontaire de leurs partenaires étrangers également, qui, par leur silence et par leur aveuglement, je le précise volontaire, font que ces généraux qui continuent à soutenir conduisent tout le monde au mur. Voilà, c'est ça, y compris même ces pays-là et ces dirigeants de ces pays-là à moyen terme. Donc voilà, ceci dit, en ce qui concerne le Hirak et les gens qui sont en mouvement, justement, ce n'est plus quelque chose aussi important qui ait pu être les différents mouvements de masse qui ont eu lieu auparavant en Algérie. Celui-là, il est bien plus profond et justement, il unit et il réunit à travers cette revendication essentielle Daoula Madaniya Machi Askariya une multitude d'Algériens avec leurs différences idéologiques, leurs différentes sensibilités, leurs différents choix politiques, etc. Donc je pense que maintenant, aujourd'hui, ils devraient effectivement, comme vous l'avez dit, moi je ne crois pas qu'ils le feront. Moi, je ne crois pas qu'ils le feront. Je crois qu'ils essayeront d'aller le plus loin possible. Et je reçois M. Younsi qui dit que malheureusement, nous pouvons nous attendre à une plus forte répression dans les semaines et les mois à venir. En tout cas, il vaut mieux s'y préparer. Donc, mais en tout cas, ces généraux devraient un peu vous écouter et vous entendre. Et il serait temps qu'ils rendent la clé, les quelques clés de l'Algérie qui leur restent, parce qu'on en a obtenu beaucoup déjà. Très vrai. Alors, plutôt qu'une question, est-ce que je pourrais commenter? Oui, bien sûr. Alors, d'abord, il y a tout ce que vous venez de dire, mais aussi les appétits insatiables et une véritable addiction au bien et au pouvoir. C'est vieux comme le monde. Ensuite, je ne pense pas qu'ils veuillent seulement diviser, mais moi, je les vois comme des monstres de Frankenstein, habitués donc à créer des monstres et ne plus en savoir que faire. La décennie noire nous l'enseigne bien. Donc là, ils jouent vraiment avec le feu et diviser, on en a l'habitude, et puis on a l'habitude de colmater. Mais si on trébuchait et si nous faisait tomber dans ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire dans la brutalité, dans la violence, là, on serait pas bien. Ensuite, je ne crois pas, pour ma part, que ce soit un pouvoir intelligent. Pour moi, c'est comme des amibes, c'est comme un tissu comme ça, c'est une nébuleuse d'intérêts. Je les perçois et je les pense vraiment comme ça. Bien sûr, chacun avec sa chapelle et puis avec ses soutiens intérieurs et extérieurs. Bon, ça aussi, c'est vieux comme le monde, ils n'ont rien inventé. Et quant à ceux qui stigmatisent certains slogans, moi je commence vraiment à les percevoir, surtout les plus intelligents d'entre eux, les experts, etc. Les Aziz Mouat qui disent que la colonne vertébrale du pays, même pas de l'État, c'est l'armée, les Bouakwir, etc. Et puis, alors là, vraiment, ça m'a brisé le cœur, moi, Drbach, dont j'appréciais les interventions concernant la Constitution, quand lui aussi joue à ce jeu-là et bien d'autres. Là, pour moi, c'est un marqueur de compromission intellectuelle et d'autres compromissions. C'est peut-être de bonne foi. C'est peut-être de bonne foi. Pas pour des gens aussi, pas pour des experts comme ceux-là. Il y a des maladresses qui sont commises de bonne foi. Non. Quand ça converge, on a l'impression qu'il y a un chef d'orchestre et voilà, et c'est parti. La symphonie a commencé dans un certain milieu. C'est vrai que ça tombe à pic. Oui, ça tombe à pic, et vous le savez bien. Vous voyez par exemple Place de la République, je la ferai très courte. Hier, il y a un stand qui s'est multiplié en 3 stands. Et ça me rappelle un peu Pépito, qui est Pépito les biscuits. C'est un cas d'école en publicité,
Alors on prend la même pâte avec les mêmes ingrédients, etc. Dans la même usine, on fabrique le même machin, mais on l'emballe différemment. Parce qu'il y en a qui vont se vendre dans des commerces bien placés, pas en tête de gondole, qui sont appréciés parce qu'on aime les marques en France. Et puis ceux qui seront vendus chez les hard discounters, ce sera la même chose, mais avec un autre nom de marque. Donc c'est ainsi, ceux-là sont labellisés comme ci, comme ça, etc. Mais c'est la même soupe. Ensuite, je voudrais vraiment à propos des habitudes de l'armée et de ce qu'ils ont érigé comme une tradition. Voilà, la tradition du pouvoir de la junte. Eh bien, dans une démocratie, dans un état de droit, quand on parle de séparation de pouvoir, l'armée n'y figure pas. Le pouvoir de l'armée n'est pas un pouvoir à séparer des autres institutions, parce qu'il est nul et non avenu dans ce contexte-là. Il doit rester dans les casernes et à protéger les frontières. Je reviens à vous, mais Brahim Younsi, est-ce que nous pouvons dire de l'armée qu'elle est une institution? Non, c'est une institution, indépendamment. Dans un sens politique. Ça veut dire, non, c'est une institution de l'État. Je ne parle pas de l'organique. Non, c'est une institution de l'État. Non, mais sur le plan politique, pourquoi on passe leur temps de dire la première institution du pays? Pourquoi? Non, elle n'est pas la première. Elle n'est pas la première. Logiquement, dans un État démocratique, la première institution de la République, c'est la présidence de la République. Oui. Et puis, vous avez les autres institutions pour aller dans le sens de la séparation des pouvoirs. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que la justice est le troisième pouvoir. Et dans certains pays, la justice, c'est encore plus fort que le pouvoir, c'est une autorité. Ce qui est différent. Par exemple, chez les Français, dans la Constitution française, la justice n'est pas un pouvoir, c'est une autorité. C'est plus fort encore. On dit séparation des pouvoirs, oui, mais bien entendu. Où on inclut la justice. Mais, bien entendu. Pardonnez-moi, je vais faire juste une incidente comme ça. Nous venons d'assister à la condamnation de l'ancien président de la République, et c'est l'autorité judiciaire en France. Oui, en France. Oui, absolument. Qui vient d'être condamné, mais c'est l'autorité. Tout le monde arrive, députés, chefs d'État, etc., arrive devant cette autorité. C'est elle qui tranche en dernière instance. Alors, avant de rendre la parole à Yasmina, M. Sarkozy vient d'être condamné à un an de prison ferme. C'est ça. Alors que nous, Bouteflika, avec tout ce qu'il a fait, lui, ses frères, ses clientèles, il n'a même pas été convoqué par la justice. Même pas convoqué par la justice. Parce qu'on a un sens de la liberté, et comme dit encore Hugo, la liberté est la sœur de la justice, et vice-versa. On ne peut pas mieux dire. Également, si je puis lancer une petite... c'est aussi... Avons-nous entendu dans le Hirak, dans les marches, est-ce qu'on a beaucoup, en tout cas, revendiqué ou demandé que également M. Bouteflika passe en jugement? Je pense que aussi, peut-être nous, que passer devant les tribunaux. Voilà, oui, mais peut-être que les Algériens ne l'ont pas demandé parce que ce n'est pas une priorité pour eux. La priorité, c'est la liberté, le droit, la démocratie, l'effacement de la junte. J'ai vu ça et là quand même une demande pour qu'ils rendent des comptes. Nous en avons parlé ici chez vous. La question de très court. La question de Abdelaziz Bouteflika effectivement se pose pour qu'il soit traduit en justice. Mais on nous a laissé croire et penser qu'il n'avait pas ces facultés cognitives, mentales, etc. Oui, mais il faudrait que les médecins le disent. Nous le savons. Et des médecins indépendants. Ouais. Évidemment. Ouais. Évidemment. Nous avons parlé. Est-ce qu'il a conscience des actes qu'il a posés ou qu'il n'a pas posés? Je ne suis pas en train de le défendre. C'est une question fondamentale. On en a parlé, mais il n'y a pas que Bouteflika. Vous savez que dans un pays où on achète les places au Parlement, beaucoup d'officiels auraient dû saisir la justice à cette occasion. Oui, c'est vrai. Mais pour ce qui est de Bouteflika, vous savez, Brahim Younsi, que si demain il est devant le juge et que des experts, des médecins viennent dire non, il n'a pas la faculté de ses décisions, il n'a plus de faculté cognitive depuis 2013, ce n'est pas lui qui dirigeait. Là, ils sont tous bons à passer en justice, tous, autant qu'ils sont. Et donc, ils n'ont pas intérêt à ce que ça se sache. Là, nous sommes dans le règlement de compte, notre justice, cette justice, c'est une justice de règlement de compte, ce n'est pas une véritable justice. Absolument. Donc, mais on traduit d'abord quelqu'un en justice, et ensuite, on fait venir un expert assermenté, et il monte un dossier pour dire si oui ou non, monsieur a toutes ses facultés ou pas.
Alors, on évite de le traduire en justice parce que... Oui, mais ça, c'est une question de principe. Ce n'est pas... Oui, absolument. Ah oui, mais on n'est pas dans le monde des principes. Mais Yasmina... Nous devons l'être. Le droit. Yasmina, oui, bien sûr. Nous devons l'être. Yasmina, on ne cite personne, on ne montre du doigt personne, on ne stigmate personne. Pas d'ad hominem. Mais il y a beaucoup de hiérakistes qui n'ont rien à se reprocher. Ils sont hiérakistes jusqu'au bout des ongles, ils sont hiérakistes de toute leur âme, de toute leur force. Mais ils ont tendance à se mettre au devant du hiérak, voire à parler en son nom, voire à lancer des conditions, comme s'ils avaient été délégués, comme s'ils représentaient réellement le hiérak. Est-ce que ces gens ne contribuent pas à aider grandement le pouvoir à nous séparer, à nous diviser? Est-ce que, en mettant de côté ce qui aurait dû être de la pudeur, de ne pas parler au nom du peuple algérien, est-ce que ces gens-là ne mettent pas le hiérak en péril? Je ne vois pas trop qui parle au nom des Algériens. En revanche, je vois des gens qui font des propositions. C'est pareil, de tout quand bord. on fait une proposition au nom du hiérak, non, c'est parler au nom du hiérak. Non, ce n'est pas pareil. D'accord, Il faut dites-nous alors. Il faut bien que des gens fassent des propositions, il faut bien que des gens éveillent ou tentent d'éveiller les autres. Maintenant, à nous de voir ce qui est cousu de fil blanc, ce qui est dans la compromission, ce qui est dans le désintérêt pour le hiérak. Ça, c'est à nous autres, le peuple, de décider. D'ailleurs, bon, il y a bien sûr les chiffres. Ils sont là. Bien sûr, parfois, ils sont un petit peu majorés par quelques achats de likers, etc. et de followers. Mais quand même, on ne peut pas tout faire comme ça. On voit aussi les trolls qui agissent, etc. Ça aussi, c'est intéressant de voir. Des gens qui font des vidéos qui sont très suivies. Oui, mais ça passe par là. Ensuite, ils descendent dans la rue, on voit aussi qu'ils sont suivis. C'est intéressant d'observer ces choses-là. Donc, on ne va pas non plus reprocher aux gens leur charisme et leur ingéniosité. Non, je regrette. Ou alors, vous m'avez mal compris. Ah non, c'est pas pour vous que je dis ça. Non, mais moi, je vous ai posé une question. Oui. Pourquoi ces gens parlent au nom du hiérak? Je ne suis pas en train de dire pourquoi ont-ils du charisme. Il y a beaucoup de... Non, mais ils sont très attaqués. Je vous parle des trolls qui les attaquent. Oui, mais moi, je ne parle pas de X, Y, Z Tartampion. Moi, je parle des gens qui s'affirment représentants, j'allais dire, consensuels, non dits du hiérak, et qui s'adresse au régime, qui lui fixe des conditions, qui exige de lui des choses. Non. Et à chaque fois, ça ne rate pas, il provoque des polémiques de fond qui divisent encore plus le hiérak qui ne commence à l'être. Ce que vous voulez dire, c'est que donc ce seraient ces hiérakistes qui provoqueraient les tensions et pas l'État? Moi j'ai l'impression qu'ils tombent dans le piège du régime qui les pousse un peu à... J'ai cette nette impression. Oui, mais le hiérak ne veut pas de représentants. Dites votre avis, votre opinion. Non, mais mon opinion, je suis en train de vous la donner. Je vous dis, il faut bien que tout le monde essaye de déployer de l'ingéniosité, une verve, essaye de comprendre, de faire des propositions. Ça, c'est normal. De là à dire « je suis le hiérak », c'est non. Qui le veut? Qui le veut? Mais vous ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Personne n'a dit « je suis le hiérak ». Personne n'a dit « je suis le hiérak ». Oui, mais c'est des gens qui parlent au nom du hiérak, qui lancent des sommations au régime, qui font des propositions de sortie de crise, qui disent on devrait faire ça et pas ça. Mais ce sont des propositions. Oui. Mais elles sont à leur nom. Alors ensuite, ils sont suivis ou ils ne sont pas suivis. Alors on va faire un tour de micro, Brahim Younsi, sur ce point. Non, toutes les révolutions au monde ont connu ce que nous connaissons aujourd'hui parce que nous sommes dans une phase révolutionnaire, une vraie phase révolutionnaire. La Révolution française, et je ne veux pas faire peur aux gens qui nous écoutent, la Révolution française a mis 10 ans. De 1789 à 1799. La terreur. Pas seulement, mais vous avez la guillotine est passée, Robespierre, Danton, Saint-Just, etc., etc. Bon, c'est des dizaines qui sont passés, des révolutionnaires qui sont passés sous le couperet. Mais en 99, c'est le 18 Brumaire. Il ne faut pas que nous connaissions le 18 Brumaire. Parce que les généraux, la jeune dont vous parlez, n'attendent que ça.
n'attend que ça, de reprendre de façon... Et nous avons parlé de répression. Et si nous continuons comme ça, la répression va être de plus en plus féroce. Et le 18 Brumaire, Napoléon arrive et fait son le coup fruit d'État. est mûr. Non, mais ces gens... Oui, mais ces je gens... crois que c'est une faute politique. C'est une faute politique de vouloir récupérer une telle révolution. Parce que cette révolution... Et enfin, comme je l'ai dit à maintes reprises, je crois pas me tromper, c'est d'abord une révolution des mentalités. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Et les Algériens l'ont fait. C'est une révolution extraordinaire. Et dans la durée. Oui, bien sûr. Extraordinaire des mentalités. Oui. Des mentalités. Et ça, nous avons mis 60 ans pour arriver à cela. À ce que les Algériens changent de mentalité. Est-ce que les Algériens sortent de tous les clichés que nous connaissons et de toutes les convergences et les divergences, et les fausses convergences et les fausses divergences. Et de tout ce qui a été inséminé en leur sein, de Ben, tout ce qui a été extirpé de leurs valeurs. Et aujourd'hui, le pouvoir joue sur, j'allais dire, 2 touches, voire 3. La peur, la haine, et même sur l'espoir. Comme disait Madame tout à l'heure, le Hirak, le Moubarak, etc. C'est-à-dire tout cet espoir-là, le pouvoir veut aussi le récupérer. Évidemment, puisque nos espoirs ne sont pas toujours les mêmes. Mais essentiellement, il joue sur la peur, qui est légitime très souvent, parce que le changement fait peur. Hein, le changement fait peur. Surtout leur changement. Non, surtout non, même pour le peuple. Même pour le peuple. Le changement tout ce qui est nouveau fait peur. Voilà, fait peur. Alors, je vais peut-être un peu rejoindre Madame. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas entendu quelqu'un qui a dit ou qui aurait eu le courage un peu suicidaire de dire « je suis le représentant du Hirak » ou « je fais ces propositions au nom du Hirak ». Moi non plus. Moi non plus, je n'ai pas entendu. Après qu'il y ait des gens, des personnes, et il y en a eu, ou des collectifs de personnes qui amènent des propositions, qui réfléchissent et qui travaillent sur des propositions. Et il y en a, je ne vais pas citer tous les collectifs ou certains qui sont plus en vue que d'autres, mais et qui amènent des propositions, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. On est en débat, j'ai pas fini. On est en débat, on est en discussion. C'est une immense agora. Voilà, et donc on n'est pas juste là pour dire, aussi important soit ce slogan, pour dire Daoula Madaniya, Machi Askariya. Mais aussi, il faut qu'on amène notre touche et notre manière de voir, les uns, les autres, les unes, les autres, de comment on va passer de Daoula Askariya vers Daoula Madaniya. Donc, il y a des gens, des individus, des collectifs d'individus qui travaillent à ça, et qui travaillent à ça d'ailleurs depuis le 2e mois du Hirak. Depuis mars, je crois, les premières propositions, si je me rappelle bien, sont tombées le 18-19 mars. Parfois avant même du Hirak, donc très très tôt, et qui ont continué. J'ai fait partie de plusieurs collectifs, on a tenté, on essaye, etc. Mais après, effectivement, tout dépend des personnes. Effectivement, il y a des individus très probablement, par l'attrait du pouvoir, comme vous le disiez tout à l'heure pour ceux qui y sont, etc., se voient les seuls représentants du pouvoir ou pourraient partager la place avec un ou deux autres individus, mais pas avec l'ensemble. Voilà, donc ils s'y voient. Mais je n'ai pas encore vu aujourd'hui, et j'espère pour ces personnes qui ne le diront pas de cette manière, qu'ils s'autoproclament représentants du Hirak, et encore moins parler au nom du Hirak, parce qu'ils se feront aussi apprécier, soit ces personnes par des pans dans la société, ils se feront descendre très rapidement par les autres parties IES de la société. Et juste dernière chose, là où éventuellement on pourrait se rejoindre, et je crois que ça sera le cas, c'est qu'ils n'ont pas à proposer au pouvoir. C'est au Hirak de dire oui et de dire non. Ils n'ont pas à proposer. Et c'est ça le point sur lequel nous pouvons totalement diverger, en tout cas avec moi. C'est pas aux autorités qui tu es, c'est le Hirak qui décide.
et je ne fais pas dans le populisme ou dans le démocratisme, mais il faut, et peut-être qu'on en discutera aussi, parce que c'est une nécessité, y compris pour que le Hirak ne clive pas, qu'il y ait une organisation, un semblant de structuration, y compris qu'on revoie nos interdits d'avant, qu'il n'y ait pas de porte-parole, pas de représentants, etc. Il faut qu'on travaille là-dessus. Mais aucun de nous, aucune partie IES, aucun individu ne doit et ne pourra, ne devra aller faire une proposition aux autorités, au pouvoir ou aux militaires. Même si ces propositions sont bonnes, elles seront pour nous, le Hirak, irrecevable. C'est d'abord au Hirak de dire son mot, et les feuilles de route, et je terminerai, les feuilles de route qui vont être proposées par des individus ou qui sont proposées, c'est au Hirak de les accepter, de les amender ou de les rejeter avant qu'éventuellement elles soient sur une table de négociation. Mon cher Jamel, je pense sincèrement que les Algériens nous sommes tous des chats échaudés qui craignons et qui craindront longtemps l'eau froide. Nous en avons jusque-là du zahrimisme et depuis longtemps. Je ne crois pas que quelqu'un pourra s'ériger en zahrim. Je pense que nous avons atteint une certaine maturité où nous n'attendons pas de sauveur. Le peuple n'attend pas un sauveur. Par contre, il y a une appétence pour les idées, il y a une appétence pour les propositions, une curiosité. Par contre, le mot de la fin, lui, il sera pas celui de telle ou telle personne. Je pense que ce sera une composition de propositions qui auront été données sur le long cours. Je l'espère en tous les cas. Moi, ce que je voulais... Arriver à M. Darbar. Oui, moi, ce que je voulais préciser, vous l'avez fait à ma place et avant moi, en fait, c'est que moi, je ne parle pas des gens qui font des propositions, comme vient de le faire, par exemple, M. Adil Houari, sociologue, dans une interview où il fait des propositions politiques de sortie de crise, si tant est qu'on peut appeler le Hirak une crise. Je ne parle pas des gens qui, dans leurs vidéos ou sur les réseaux sociaux ou dans les tribunes du Hirak, apportent des choses, font des propositions. Moi, je parle de gens de force qui sont de deux sortes. Soit des partis politiques agréés par le régime et qui vont rencontrer M. Tebboune pour parler au nom du Hirak, revendiquer qu'on libère des détenus, qu'on fasse ceci, que pour les élections il faut faire cela, d'un côté de ces gens-là, qui sont parfaitement identifiés par ailleurs, et de l'autre de voix hirakistes qui sont dans le Hirak, qui s'expriment publiquement et de façon très forte et qui ne font pas des propositions au Hirak, qui interpellent le pouvoir au nom du Hirak ou qui lancent des injonctions en direction du Hirak lui demandant d'opter pour telle ou telle démarche. Je ne veux pas nommer des gens parce que je ne veux pas susciter une autre polémique stérile. Mais le fait est là. Et moi, j'y ai vu quelque chose comme un manque de pudeur de la part des uns et des autres, de ceux qui se servent de leur pacotille de partis politiques pour s'ériger en porte-parole du peuple qui parle en son nom et qui se font recevoir par un président sorti de la casquette, et de l'autre, des voix du Hirak qui sont respectées en tant que telles, qui sont très suivies, mais qui n'en représentent pas plus le Hirak. Donc qui n'ont pas à interpeller le régime au nom du Hirak et qui n'ont pas à envoyer, j'allais dire, des mots d'ordre et des consignes au Hirak parce qu'on ne s'est pas encore mis d'accord pour qui doit représenter le Hirak, pour qui doit faire des feuilles de route, pour qui doit définir une ligne de conduite. Mais il faudra bien y Donc pour qu'on s'entende bien, oui, ça veut dire pour que... Voilà. Mais de toute façon, il faudra bien qu'on s'entende. Concernant les partis politiques, moi je ne vais pas... vous avez un peu tout dit, même entre les lignes, sur ces partis politiques qui se sont réveillés voilà, et qui ont été voir M. Tebboune dernièrement. Je veux dire, sans vouloir taper sur les partis de manière générale, parce que les partis, c'est une composante. Quand on veut la démocratie, on doit accepter ces partis, mais ceux qui sont encore là aujourd'hui, une très grande partie en tout cas, et ceux qui ont été rencontrés, M. Tebboune, sont déjà dans le passé.
Ils sont dans le passé. Les Algériens l'ont démontré depuis quelques jours. Voilà, ils sont dans le passé. Voilà, donc, mais par contre, pour les autres, il faut bien, je veux dire, quitte à ce que ça ne plaise pas quand on dit ça, mais on ne va pas, autant c'est fondamental et très important, et personnellement je suis, et je pense comme tout le monde, heureux de voir que les marches reprennent, mais le Hirak et ce processus révolutionnaire ne peut être que des marches. Il faut qu'il y ait des propositions, il faut qu'il y ait des feuilles de route, alors si vous permettez, qu'on trouve les moyens, si vous permettez, comme c'est qu'on se mette d'accord à un moment donné. Si vous permettez, c'est justement l'objet du dernier tour de micro, et vous aurez donc le mot de la fin, puisque je commençais par Yasmina. Si tant est que donc, ce grand retour du Hirak, si tant est qu'il est parti un jour, mais ça veut dire cette affirmation de façon aussi forte, comment devrait-elle s'exprimer à l'avenir d'après vous, Yasmina? Est-ce que le Hirak doit continuer? Et là on ne fait que des propositions. Qu'on se mette d'accord. Oui, Ne vous prenez pas vous faites des propositions vous-même. Ouais. Et vous êtes légitime à le faire. Bien sûr, évidemment. Comme Alors, comment doit-on faire, Yasmina, je vous le demande, est-ce que nous devons continuer sur la même lancée? Est-ce que nous devons moduler? Est-ce que le Hirak doit se faire représenter? Est-ce qu'il doit opter pour une autre forme de lutte, la désobéissance civile, les grèves, les klaxons la nuit, je ne sais pas, à votre avis? Eh bien, vous avez tout dit. Ouais. Tout le catalogue. Mais Tout le catalogue. Je suis pour tout Allez. ce catalogue. Et sur la longue durée, s'il le faut. Bien sûr, il tarde à partir. Je vous demande de partir. Voilà. Et sinon, la concertation doit commencer dès maintenant, mais sans représentativité. En tous les cas, pas tant qu'elle n'est pas voulue. Pas de représentativité. Pourquoi? Si elle est légitime, si elle est consentie. Autoproclamée. Vous avez compris que je voulais dire autoproclamée. D'accord. Pas de représentativité autoproclamée. D'accord. Voilà. Il faut que tout ça parte de la base. Et que des gens qui sont validés par beaucoup de gens, bah oui, c'est la démocratie, c'est une question... Validés comment? Par les followers? Par le nombre de vues YouTube? La crédibilité, on la voit se construire. Non. Ce n'est pas objectif ce que vous dites. Comment ça se voit là? Je peux continuer peut-être. Non, mais à part les élections, comment voulez-vous qu'on sache que l'un est plus représentatif que d'autres? Non, ça commence sur le terrain. Oui. Des gens commencent à avoir une respectabilité. D'accord. On leur fait confiance. Cela peut être à la tête de petits groupes qui constituent eux-mêmes. Ensuite, ces groupes vont les uns vers les autres. Ça s'appelle la convergence. D'accord. Donc moi, j'espère voir la convergence et puis surtout, comme le dit l'un de mes très très proches, c'est que quand vous êtes à bord d'un même bateau, si votre seule idée fixe, c'est de jeter par-dessus l'autre, attendez-vous à ce qu'il veuille la même chose pour vous. Donc, on doit d'abord commencer par ne plus se jeter par-dessus bord. C'est par là, ça c'est un socle qui doit être commun. Oui. Et ensuite, les choses vont se faire naturellement. Moi, je crois dans la nature des choses, dans les équilibres naturels, sans que les empêcheurs de tourner en rond d'en haut viennent tenter justement de je suis désolé. Il fera beau, pas suffisamment. Voilà. Je suis désolé. C'est un truc que je vais pour interrompre les invités. Ah, mais c'est très malicieux. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Oui, mais où est la parité dans tout ça, M. Benchimou? Ah, oui. Et la démocratie? Ben voilà. Alors, Brahim Younsi, en 2 minutes à peu près. C'est long. Non, mais c'est un vrai sujet. Bien entendu, j'ai la même impression que vous, que certains veulent, et c'est naturel, de tirer la couverture à eux, de faire passer, évidemment, soit leur parti, soit leur groupe, soit leurs idées. Bien sûr, comme vous diriez, c'est de bonne guerre. Simplement, il y a un mouvement révolutionnaire. Oui. Et un mouvement révolutionnaire ne se gère pas comme un parti politique ou comme un groupe politique. Donc, il faut absolument que ces groupes, ces partis, sortent ceux qui sont du côté de la révolution. Certains en sont sortis, à mon sens. En sont sortis. Donc, ils sont dans un autre registre, dans un autre agenda. Mais ceux qui sont encore dans la révolution, qui sont aux côtés de la révolution, doivent sortir absolument de leur conservatisme politique. Parce qu'il y a encore des conservatismes politiques.
Parce que, comme dit Frédéric Bastiat, il arrive presque toujours que la conséquence immédiate est favorable, mais les conséquences ultérieures sont funestes. Donc la conséquence immédiate peut être favorable à certains, Oui, mais les conséquences ultimes seront funestes. Il faut absolument que sortir de ces conservatismes politiques, chacun doit sortir de ces conservatismes. Bien sûr que nous avons tous nos idéologies. Nous avons parlé de la Soumam, moi j'ai une idée, mais il faut organiser un débat, ouais. sans passer par Absolument. les choses de façon superficielle. Donc voilà, il faut que nous débattions. Nous ne nous connaissions pas il y a quelques jours, etc. Et nous sommes des Algériens qui aiment leur pays. Tous, de la même façon, nous aimons ce pays. Tous de la même façon, je dis de la même façon. Et c'est ça la nature des choses. Bien sûr, absolument. Nous ne l'aimons pas différemment. Nous l'aimons de la même façon. Et nous voulons tous le meilleur pour lui. Chacun pense vouloir le meilleur pour ce peuple. Parce que aussi nous aimons notre peuple. Sinon, nous ne nous serions pas engagés. Certains ont perdu la vie dans l'opposition parce qu'ils ont aimé ce pays et parce qu'ils voulaient combattre et combattu un régime funeste. Et il faut absolument que cette révolution, cette belle révolution, ne parte pas en charpie. Il faut aimer ne pas étouffer. Oui, absolument. Je rajouterai, je continuerai dans le sens, il ne faut pas que cette révolution parte en charpie, pour reprendre vos termes, tant pour nous, Algériens, mais aussi pour le reste de la planète et le reste des peuples, de d'autres peuples qui regardent cette révolution, qui ont observé et qui peuvent prendre et qui avaient commencé un petit peu, je parle du Liban, je parle de d'autres pays, à prendre un peu exemple sur ce qui se passait en Algérie 2019 et début 2020. Donc c'est pour nous, c'est pour notre pays qu'on aime bien évidemment, mais c'est aussi pour l'humanité d'une certaine manière et sans vouloir, excusez-moi le terme se la jouer, mais on peut avoir la prétention aussi, comme 54-62 a été une orientation pour une partie de l'humanité, le Hirak peut l'être aussi. Pour revenir rapidement à votre question de fin, en fait, on devrait commencer plutôt une émission avec comme ça. D'abord, il y a les marches doivent continuer. Oui, bien évidemment, en prenant en considération la pandémie et en prenant aussi en considération la répression. Je pense qu'on a l'exemple de 2019 et de début 2020. Il faut que nous nous organisions, les comités de quartier, les associations, les collectifs aussi doivent prendre en considération la répression et ne pas qu'on se laisse un peu prendre comme des lapins, comme ça a été le cas auparavant. Et je salue les étudiants et les étudiantes qui commencent à le montrer, et j'espère que ce sera le cas pour d'autres catégories plus tard, à partir de demain, et la manifestation la marche à laquelle ils appellent demain mardi, avec des mots d'ordre clairs, avec une organisation, avec un départ, etc. Donc première chose, que les marches continuent. Que deux, très rapidement, que ces individus, mais surtout, moi je crois plus au collectif qu'à l'individu, que les collectifs, que ce soit en Algérie, et j'insiste vraiment énormément pour la diaspora, les Algériennes et les Algériens à l'étranger, produisent des propositions. Pas au nom du Hirak, au nom de leur catégorie, au nom de leur catégorie, produisent des propositions et qu'ils les mettent. Après, effectivement, il y a une problématique de comment, voilà, il y a les réseaux sociaux, il y a Zoom, il y a des débats qui peuvent éclore là-bas en Algérie, il y a la place de la République et tant de places un peu partout ailleurs, où on peut débattre de ces propositions, mais il faut aussi qu'on ait des feuilles de route, qu'on ait des propositions qui arriveront peut-être, je l'espère en tout cas, à converger. Deuxième chose, quitte à jeter un pavé dans la mare, oui, s'il le faut, oui, pacifiquement, mais l'Isyan al-Madani, bien sûr, parce que nous n'allons pas continuer ad vitam aeternam. Disons oui, mes 20 ans, moi j'espère voir la démocratie en Algérie. Donc oui, l'Isyan al-Madani de manière pacifique, l'occupation de places de manière pacifique. Et je sais, j'ai encore 2 procès qui doivent arriver, donc je sais ce qui peut m'en coûter de dire ça, mais je le dis parce qu'on y croit. L'Isyan al-Madani
pacifique, dans un sens pacifique et un sens organisé, est aussi quelque chose à laquelle il faut penser. Et s'il le faut, même le moment venu, même si on n'y est pas encore, une grève générale, oui, parce qu'ils ne partiront pas juste avec des marches. 10 secondes. Je rebondis sur le discours, sur ce qui vient d'être dit, et c'est extrêmement important. C'est de passer de l'espace au lieu. De l'espace De l'espace au lieu. Au lieu. Et on y arrive. C'est-à-dire de l'espace au lieu. Bon, il vient de le dire, il a parlé de place. Ah, d'accord. C'est identifié, et les lieux, c'est... Moi, je dis toujours, les lieux de pouvoir. D'accord. Essentiellement, de façon toujours pacifique. C'est clair. C'est pas prendre le Capitole. Je crois qu'il va nous falloir consacrer une émission de l'Asian Badani, à la désobéissance civile, pour savoir ce que c'est, comment ça se passe. C'est très intéressant. Nous allons préparer une émission dans ce sens, sans pour autant chercher à orienter quoi que ce soit. Merci Hakim Haddad, merci Brahim Younsi, merci Yasmina Karima Benini. Je vous ai laissé en dernier pour vous donner beaucoup plus d'importance et me faire pardonner. C'est le feu d'artifice. Le feu d'artifice, le bouquet final. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Peut-être un mot, Yasmina. Merci pour votre invitation. Qawala khair, bislama, un de ces jours.